Il existe un moment où l'architecture de l'âme humaine se brise. Pas avec le fracas du métal qui se tord, mais avec le silence d'une reddition si complète que même la mémoire de la résistance se dissout dans le néant. Ce n'est ni une métaphore poétique, ni une exagération dramatique. C'est la description clinique d'un processus que les architectes du pouvoir ont perfectionné au fil des millénaires. Un processus aussi ancien que les premières civilisations et aussi contemporain que le dernier scandale révélé dans les nouvelles de ce matin. La question n'est pas de savoir si la domination totale sur l'esprit humain est possible. L'histoire a déjà répondu à cette question avec un catalogue d'atrocités si vaste qu'il en devient fastidieux de l'énumérer. La véritable question, celle que personne ne veut formuler à voix haute, est celle-ci. Combien faut-il pour faire d'une personne un complice volontaire de sa propre destruction? La réponse nous conduit vers des territoires où la psychologie rencontre la cruauté, où la méthode scientifique se fusionne avec la brutalité systématique, et où nous découvrons que la domination ne nécessite pas de chaîne physique. Elle requiert quelque chose de bien plus sophistiqué, quelque chose qui travaille de l'intérieur, démontant pièce par pièce la structure que l'on appelle « moi ». Les puissants, ces architectes du contrôle qui opèrent aussi bien dans les palais que dans les cachots, aussi bien dans les entreprises que dans les familles, ont compris une vérité fondamentale que la psychologie moderne commence à peine à cartographier avec précision. L'esprit humain n'a pas besoin d'être détruit pour être dominé. Il doit être reconstruit, reconfiguré, transformé en un instrument qui chante la mélodie de sa propre captivité. L'histoire nous offre des laboratoires parfaits pour étudier ce phénomène. Dans les châteaux médiévaux, dans les harems de l'Empire ottoman, dans les plantations du sud des États-Unis, dans les camps de concentration nazis, dans les prisons politiques des régimes totalitaires, dans les sous-sols des trafiquants contemporains. Chacun de ces scénarios, séparés par des siècles et des géographies, partage une structure psychologique identique. Ce ne sont pas des aberrations historiques déconnectées. Ce sont des variations de la même expérience, répétées encore et encore, affinées à chaque itération, perfectionnées jusqu'à devenir une science non écrite mais dévastatoirement efficace. Cela commence toujours par la capture. Le moment où une personne est arrachée de sa réalité connue et plongée dans un environnement où toutes les règles précédentes cessent de s'appliquer. Ce n'est pas simplement un changement de localisation physique. C'est une rupture ontologique, une fracture dans la continuité de l'être. La personne qui franchit ce seuil, qu'elle soit poussée, trompée ou traînée, entre dans un espace où son identité précédente n'a plus de validité. Les noms qu'elle utilisait, les rôles qu'elle jouait, les certitudes qui la définissaient, tout devient insignifiant en un instant. Ce premier choc n'est pas contre le corps, c'est contre le sens même de la continuité personnelle, contre la narration interne que quelqu'un a construite tout au long de sa vie pour répondre à la question « Qui suis-je » L'égarement qui suit n'est pas accidentel. Il est conçu. Dans les manuels d'interrogatoire militaires, dans les protocoles de sectes destructrices, dans les schémas documentés d'abuseurs domestiques, on trouve la même technique appliquée avec de légères variations. Modifier le sens du temps. Maintenir la personne dans un état de vigilance constante où elle ne peut jamais prévoir ce qui viendra ensuite. Le sommeil est interrompu à intervalles irréguliers. La nourriture arrive sans motif discernable. La lumière et l'obscurité alternent sans suivre le rythme naturel du jour et de la nuit. Ce n'est pas de la cruauté impulsive. C'est une ingénierie psychologique délibérée. Le cerveau humain, cette machine de prédiction inlassable, commence à faillir lorsqu'on lui refuse la capacité d'anticiper. Et quand il échoue, quelque chose de fondamental se brise. La sensation d'agence, l'illusion que nous avons un certain contrôle sur notre destin. Mais le véritable génie de la domination totale ne réside pas dans la désorientation initiale. Réside dans ce qui vient après, dans la phase que les psychologues modernes, avec leur langage aseptisé, appellent « conditionnement opérant » et qui, en pratique, se traduit par quelque chose de beaucoup plus viscéral. Le capteur commence à se présenter non pas comme un ennemi absolu, mais comme la seule source possible de soulagement dans un univers de souffrance. C'est la paradoxe centrale de la domination psychologique. Le bourreau doit devenir un sauveur. La main qui inflige la douleur doit être la même qui, occasionnellement,
l'arrête. Lorsque la faim devient insupportable, c'est le capteur qui offre de la nourriture. Quand le froid mord les os, c'est le capteur qui fournit une couverture. Lorsque l'isolement menace de fragmenter complètement la psyché, c'est le capteur qui accorde quelques minutes de conversation, de reconnaissance humaine. Ce phénomène porte un nom dans la littérature psychologique, le syndrome de Stockholm. Mais ce terme, inventé après un hold-up dans une banque en Suède en 1973, ne fait qu'effleurer la surface d'un phénomène bien plus profond et ancien. Ce qui se passe réellement dans ces scénarios, ce n'est pas que la victime développe un attachement irrationnel envers son ravisseur. C'est que son cerveau, désespéré de trouver des schémas lui permettant de survivre, identifie à juste titre que la coopération avec le ravisseur est la seule stratégie viable. Ce n'est ni de la stupidité, ni de la faiblesse. C'est une adaptation. C'est l'esprit humain qui fait exactement ce pourquoi il a évolué. Trouver la voie la moins dommageable dans un environnement hostile. Les architectes du pouvoir comprennent cela intuitivement. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de briser complètement une personne. Ils doivent créer une structure d'incitation où la soumission paraît être le choix le plus rationnel. Chaque acte d'obéissance est récompensé. Pas toujours, pas de manière prévisible, mais suffisamment pour maintenir l'espoir en vie. Ce schéma de renforcement intermittent est le plus puissant qui existe en psychologie de l'apprentissage. C'est le même principe qui rend les machines à sous addictives, celui qui pousse les gens à consulter compulsivement leur téléphone, celui qui s'applique dans ces cachots psychologiques. La récompense imprévisible crée un lien plus fort que la récompense constante, car le cerveau reste dans un état d'attente perpétuelle, toujours en train d'espérer le prochain moment de soulagement. Tant que ce conditionnement s'ancre, un autre processus plus insidieux progresse en parallèle, l'érosion de l'identité précédente. Cela nécessite plus que simplement nier à la personne l'usage de son nom ou la dépouiller de ses possessions. Il faut attaquer systématiquement chaque élément qui constituait son sens de soi. Si la personne se définissait par son intelligence, on la place dans des situations où cette intelligence devient inutile ou contre-productive. Si elle était fière de sa force morale, on la force à prendre des décisions où toutes les options sont dégradantes. Si elle trouvait son identité dans son corps, dans son autonomie physique, ce corps devient un territoire occupé, quelque chose qui ne lui appartient plus. Les auteurs de violences les plus sophistiqués comprennent que la violence physique extrême est contre-productive pour la domination totale. Un corps trop endommagé peut mourir, et un corps mort ne sert à rien. Mais plus important encore, la violence extrême et constante peut générer une clarté terrible chez la victime. La clarté qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de comportement pouvant améliorer sa situation, qu'ainsi elle n'a rien à perdre. Et une personne qui n'a rien à perdre est dangereuse, imprévisible, incontrôlable. L'objectif n'est pas de détruire. L'objectif est de reconstruire. Cette reconstruction se réalise par un processus que les psychologues spécialisés dans le lavage de cerveau ont documenté de manière exhaustive. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà établi, vient la démolition de l'ancienne identité. Ensuite, vient la phase de liminalité, cet espace ambigu où la personne n'est plus celle qu'elle était, mais n'a pas encore adopté une nouvelle identité. C'est dans ce vide, dans cette suspension de l'être, que l'assaillant introduit de nouveaux cadres de référence. Les nouvelles vérités. Le monde extérieur, cet endroit dont la personne a été arrachée, commence à être redéfini non pas comme un foyer vers lequel revenir, mais comme un lieu qu'il a rejeté, abandonné, qui ne l'a jamais vraiment valorisé. L'assaillant, en contraste, est présenté comme quelqu'un qui la voit, qui comprend sa véritable valeur, même si cette valeur s'exprime à travers son utilité pour les desseins de l'assaillant. Cette reconfiguration cognitive ne se produit pas par des arguments logiques. Elle se produit par la répétition constante de certains messages lors de moments de vulnérabilité extrême. Lorsqu'une personne est épuisée, affamée, terrifiée, ses défenses cognitives sont au plus bas. Les idées implantées à ces moments s'enracinent profondément, non pas dans le cortex préfrontal où se déroule la pensée critique, mais dans des structures plus primitives du cerveau qui traitent la menace et la survie. C'est pourquoi les victimes de ce type de domination peuvent, des années après leur évasion, continuer à ressentir de la loyauté envers leur ravisseur.
à défendre les narrations qui leur ont été imposées, à ressentir que d'une certaine manière, elles méritaient ce qui leur est arrivé. La culpabilité est peut-être l'instrument le plus puissant dans cet arsenal psychologique. Les ravisseurs habiles n'ont pas besoin de convaincre leur victime que le ravisseur est bon. Ils doivent convaincre la victime qu'elle est mauvaise. Chaque acte forcé de soumission est recontextualisé comme un choix volontaire. Chaque trahison imposée à ses propres valeurs devient une preuve de la corruption inhérente de la victime. La logique est circulaire mais dévastatrice. Si tu étais vraiment une bonne personne, tu aurais résisté. Tu n'as pas résisté. Donc, tu n'es pas une bonne personne. Par conséquent, tu mérites ce qui t'arrive. Cette inversion, où la victime assume la responsabilité des actions de l'agresseur, est la victoire ultime de la domination psychologique. Les registres historiques regorgent d'exemples confirmant ces schémas. Dans les harems impériaux, les femmes capturées et réduites en esclavage ne se limitaient pas à s'identifier à leurs ravisseurs, mais perpétuaient activement le système, rivalisant férocement pour l'attention du sultan, sabotant d'autres prisonnières, internalisant complètement la structure de pouvoir qui les avait asservies. Dans les plantations esclavagistes, certains esclaves occupaient des rôles de superviseurs, infligeant des punitions à d'autres esclaves avec plus de cruauté que leurs maîtres, ayant internalisé à tel point la hiérarchie que leur seule façon de ressentir un pouvoir était de l'exercer sur ceux qui étaient en dessous dans cette chaîne de dégradation. Ce phénomène se répète à des échelles moindres, mais tout aussi dévastatrices dans des contextes contemporains. Dans des relations de violence domestique qui durent des décennies. Dans des sectes où les membres restent non seulement volontairement, mais recrutent activement de nouvelles victimes. Dans des environnements de travail toxiques où les employés défendent passionnément des organisations qui les exploitent systématiquement. Le mécanisme est identique. Seule l'échelle et le contexte spécifique changent. Ce qui rend ce processus particulièrement efficace, c'est sa capacité à se renforcer lui-même. Une fois que la personne a internalisé la narration de sa propre méritocratie de l'abus, une fois qu'elle a assumé la culpabilité de sa situation, elle devient son propre geôlier. Elle n'a plus besoin de gardiens extérieurs. Les barreaux sont dans son esprit. Toute pensée d'évasion est immédiatement confrontée à une voix intérieure, une voix qui, paradoxalement, ressemble à la sienne, mais qui répète avec une fidélité parfaite le script imposé par le captateur. Tu ne survivrais pas là dehors. Personne d'autre ne t'aimerait. Après ce que tu as fait, ce que tu es devenu, c'est le seul endroit où tu peux être. La neuroscientia moderne a commencé à cartographier les changements physiques dans le cerveau correspondant à ce domaine psychologique. Le traumatisme chronique modifie la structure même de l'hippocampe, affectant la formation des souvenirs. Il modifie l'amygdale, intensifiant les réponses de peur. Il affecte le cortex préfrontal, compromettant la capacité à prendre des décisions et à réguler les émotions. Il ne s'agit pas de changements métaphoriques. Ce sont des altérations mesurables, observables dans des scanners cérébraux. Le domaine psychologique laisse des cicatrices aussi réelles que n'importe quelle blessure physique, sauf que ces cicatrices sont invisibles à l'œil nu. Les auteurs de ce type de domination opèrent rarement à partir d'un manuel écrit. Ils n'ont pas besoin d'avoir étudié la psychologie ou les neurosciences. La transmission de ces techniques se fait de manière plus organique, plus sinistre. Un abuseur apprend en observant un autre abuseur. Un système d'oppression institutionnalise des pratiques qui fonctionnent, qui brisent efficacement la résistance. Au fil des générations, un ensemble de méthodes dont l'efficacité a été prouvée des millions de fois dans le plus grand et le plus sombre des laboratoires. L'histoire humaine réelle. Mais c'est ici que l'analyse doit devenir plus inconfortable, plus personnelle, parce que la domination psychologique n'est pas seulement quelque chose qui se passe dans des cachots et des camps de concentration. C'est un spectre. D'un côté, nous trouvons les manifestations les plus extrêmes et évidentes. Mais si nous avançons le long de ce spectre, nous commençons à reconnaître des schémas familiers dans des lieux beaucoup plus proches, dans la façon dont certains parents brisent systématiquement la volonté de leurs enfants, non pas avec des coups, mais avec une critique constante, avec un amour conditionnel, avec la menace perpétuelle d'abandon émotionnel, dans la façon dont certaines institutions éducatives n'enseignent pas mais domestiquent, en récompensant l'obéissance et en punissant la pensée indépendante,
dans la façon dont certains environnements de travail cultivent une culture où les employés rivalisent pour démontrer qui peut se sacrifier le plus, qui peut intérioriser plus complètement les objectifs de l'organisation comme s'ils étaient les siens. La question que cela soulève est si évidente qu'elle en devient effrayante. Quelle part de ce que nous considérons comme une socialisation normale n'est qu'une version diluée de ces techniques de domination? À quel moment précisément la ligne est-elle franchie entre enseigner à une personne à fonctionner en société et briser sa volonté pour la rendre docile? Les mécanismes sont les mêmes. Récompense intermittente, punition imprévisible, érosion de l'autonomie, internalisation de normes externes, la culpabilité comme instrument de contrôle. La seule différence réside dans le degré, l'intensité, l'intention explicite. Les philosophes cyniques, en particulier Schopenhauer, comprenaient quelque chose de fondamental sur la nature humaine que la psychologie moderne redécouvre avec une terminologie plus sophistiquée, mais des conclusions identiques. La volonté, cette force qui nous pousse à exister, à persister, à chercher, est aussi notre plus grande vulnérabilité. Parce qu'une volonté peut être redirigée, peut être capturée, peut être mise au service de buts étrangers sans que la personne même ne perçoive qu'elle a perdu sa liberté. En fait, la forme de domination la plus parfaite est celle où le dominé croit sincèrement qu'il agit par choix propre, que ses désirs lui sont véritablement propres et non des installations soigneusement cultivées par des forces extérieures. Cette compréhension explique pourquoi la libération de situations de domination extrême est si complexe. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir les portes de la prison physique. Une personne peut être physiquement libre, mais rester psychologiquement enchaînée pendant des décennies. Les thérapeutes qui travaillent avec des survivants d'abus extrêmes savent que le processus de récupération n'est ni linéaire ni garanti. Beaucoup de victimes retournent vers leurs abuseurs, non pas par stupidité, mais parce que le monde extérieur semble plus effrayant que l'enfer familial. Le cerveau reconstruit en captivité ne sait pas comment fonctionner en dehors. L'identité formée sous domination ne possède pas les outils pour naviguer dans la liberté. Il existe également le phénomène que les chercheurs appellent le trauma intergénérationnel. Les mères qui ont survécu à un contrôle extrême transmettent des schémas à leurs enfants, non génétiquement, mais comportementalement. Les enfants grandissent dans des environnements où certains types de contrôle sont normalisés, où une certaine façon d'interagir avec l'autorité est établie comme la seule voie possible. Et ainsi, sans besoin de prison physique, les techniques de domination se perpétuent, se transmettent, se multiplient à travers les générations. La société contemporaine a développé des défenses institutionnelles contre les formes les plus évidentes de cette domination. Des lois contre l'esclavage, contre l'enlèvement, contre certains types d'abus. Mais ces défenses sont superficielles, car elles attaquent les manifestations les plus visibles sans comprendre la mécanique sous-jacente. Un ravisseur qui comprend véritablement la domination psychologique peut opérer entièrement dans les limites de la loi, ne laissant jamais de marque physique, ne faisant jamais rien qu'un tribunal puisse poursuivre facilement, et pourtant détruisant une personne aussi complètement que n'importe quel tortionnaire médiéval. Les réseaux sociaux, par exemple, fonctionnent selon des principes presque identiques à ceux du conditionnement intermittent que nous avons décrits précédemment. Récompense imprévisible. Validation sociale dosée de manière à maximiser l'addiction. Altération du sens du moi basée sur des métriques externes. Je ne soutiens pas que les réseaux sociaux soient équivalents à des prisons de domination totale. Je souligne que les mécanismes psychologiques qui les rendent efficaces sont les mêmes que ceux utilisés depuis des siècles pour briser les volontés. La différence est d'ordre, pas de nature. Les systèmes économiques contemporains utilisent également des versions sophistiquées de ces techniques. La précarité de l'emploi maintient les personnes dans un état constant de vigilance et d'anxiété, similaire à celui des prisonniers qui ne savent jamais quand aura lieu la prochaine punition ou récompense. La dette fonctionne comme une forme de captivité qui ne nécessite pas de chaîne physique, mais qui limite la liberté aussi efficacement qu'une cellule. Le message implicite est le même que celui que l'oppresseur adresse à la prisonnière. Vous n'avez pas de véritables options. Votre survie dépend de votre coopération avec le système. Toute pensée d'indépendance réelle est une illusion dangereuse. Ce qui est le plus perturbant dans tout cela,
Ce n'est pas que ces mécanismes existent. Ce qui est le plus perturbant, c'est à quel point ils fonctionnent bien, à quel point ils sont universellement applicables à travers les cultures et les époques. Cela suggère quelque chose de profondément inconfortable sur l'architecture de l'esprit humain. Cela suggère que nous sommes fondamentalement vulnérables à ces types de manipulations, que nos mécanismes de survie, lorsqu'ils sont exploités systématiquement, deviennent nos chaînes. La question philosophique qui émerge de cette analyse est de savoir s'il existe quelque chose comme un moi authentique qui pourrait être distingué du moi conditionné. Si dès l'enfance nous sommes tous façonnés, conditionnés, reconstruits par des forces externes, où réside exactement la véritable agence? Schopenhauer soutiendrait que cette question contient déjà sa propre réponse. Il n'existe pas de moi libre. Il n'y a que la volonté aveugle opérant à travers nous. Et ce que nous appelons liberté n'est simplement qu'ignorance des causes qui nous déterminent. Mais même si nous acceptons cette conclusion philosophique pessimiste, il existe toujours une distinction pratique entre les types de conditionnement. Il y a une différence entre être façonné par une communauté qui, du moins en théorie, cherche votre développement en tant que personne capable de fonctionner et de contribuer, et être systématiquement brisé par quelqu'un dont le seul objectif est votre soumission totale. Cette différence peut ne pas être fondamentalement philosophique, mais elle est essentielle sur le plan existentiel. Les survivants de la domination extrême qui parviennent à retrouver une certaine autonomie le font par un processus douloureux de reconnaissance. Ils doivent d'abord identifier les voix dans leur tête qui ne leur appartiennent pas, les scripts internalisés qui leur ont été imposés. Ensuite, ils doivent les remettre en question, un par un, en démantelant soigneusement la structure mentale construite durant leur captivité. Ce processus peut prendre des années, des décennies, et n'est jamais totalement achevé. Les cicatrices restent. Les schémas de pensée, une fois établis, laissent des sillons profonds qui sont faciles à raviver sous stress. Mais c'est ici que l'analyse doit se tourner vers toi, vers celui qui reçoit ce message. Parce que la tentation, en entendant parler de domination psychologique extrême, est de la mettre à distance en toute sécurité. C'est-à-dire, cela arrive à d'autres personnes, dans des situations extrêmes, dans des contextes que je n'expérimenterai jamais. Mais cette distance est illusoire. Les mécanismes que nous avons disséqués opèrent sur un spectre d'intensité, et nous existons tous quelque part sur ce spectre. Chaque fois que tu agis contre ton meilleur jugement, parce que tu crains le rejet social, tu expérimentes une forme diluée de cette domination. Chaque fois que tu défends un système qui t'exploite, parce que tu en as internalisé la logique, tu reproduis les schémas de la prisonnière qui défend son ravisseur. Chaque fois que tu fais taire ta propre voix intérieure parce qu'elle contredit ce qu'on t'a appris à croire sur toi-même, tu opères depuis cette même structure de conditionnement. La différence entre toi et la victime de domination totale n'est pas de nature, mais de degré. Ce n'est pas que tu sois libre et qu'elle soit enchaînée. C'est que tes chaînes sont plus subtiles, plus socialement acceptables, plus faciles à rationaliser. Mais la mécanique fondamentale est identique. Ton comportement est modulé par des systèmes de récompense et de punition que tu n'as pas conçus. Ton sens de l'identité est construit sur des récits qui t'ont été transmis, non découverts. Tes désirs ont été cultivés par des forces qui ont leurs propres intérêts, pas nécessairement en accord avec les tiens. La question alors, celle qui devrait vous tenir éveillé cette nuit, est celle-ci. Combien de ce que vous croyez être est réellement à vous? Combien de décisions que vous prenez quotidiennement sont véritablement autonomes versus des réponses conditionnées à des stimuli que vous ne reconnaissez même pas consciemment? À quel moment précisément votre socialisation a-t-elle franchi la ligne vers quelque chose qui ressemble de manière inquiétante au type de reconstruction psychologique que vivent les victimes de domination extrême? Je ne suggère pas que nous soyons tous des victimes équivalentes, ni que toute forme d'influence sociale soit également pernicieuse. Mais je dis que le continuum existe, que les mécanismes sont les mêmes et que la seule différence réelle est le degré de contrôle direct et explicite exercé par celui qui vous conditionne. Et je dis que reconnaître cela, confronter véritablement cette réalité, nécessite un niveau d'honnêteté brutale que très peu sont prêts à atteindre. Car une fois que tu reconnais les barreaux de ta propre cage,
Une fois que tu identifies les mécanismes spécifiques par lesquels ton comportement a été façonné, tu fais face à un choix impossible. Tu peux essayer de te libérer, sachant que ce processus sera douloureux, incertain et peut-être voué à l'échec. Ou tu peux revenir à l'ignorance, rationaliser à nouveau tes chaînes comme des préférences authentiques, te convaincre que ton conditionnement est vraiment ce que tu es. La majorité choisit la deuxième option. C'est plus confortable, c'est plus durable. C'est ce qui permet de dormir la nuit. Les architectes du contrôle total le savent. Ils savent que même lorsque vous présentez la vérité nue de la manipulation, la majorité des gens choisiront de ne pas la voir. Parce que la voir nécessite de reconnaître à quel point ils ont peu de contrôle réel sur leur propre esprit. Et cette vérité est plus effrayante que presque n'importe quelle prison physique. Une personne peut survivre des années dans une cellule en maintenant vivante la flamme de sa résistance intérieure. Mais comment résistes-tu lorsque la prison est en toi, lorsque les ordres que tu suis proviennent d'une voix qui sonne exactement comme la tienne, mais qui a été installée par d'autres? C'est la forme parfaite de domination. Pas celle qui nécessite des gardes armés et des murs hauts. Celle qui se reproduit automatiquement dans l'esprit de chaque personne, transmise de génération en génération, affinée à chaque itération, devenant de plus en plus subtile et donc inéluctable. Les victimes de domination totale en cellule savent au moins qu'elles sont prisonnières. Elles ont un ennemi clair, un capteur identifiable, une ligne nette entre leur volonté et celle qui leur est imposée. Mais lorsque le conditionnement est suffisamment complet, lorsqu'il est suffisamment normalisé et intégré dans le tissu même de la société, vous n'avez même pas la clarté de savoir contre quoi vous devriez résister. Alors, la dernière question n'est pas de savoir si la domination psychologique totale est possible. L'histoire a déjà prouvé que non seulement c'est possible, mais que c'est reproductible, évolutif et terriblement efficace. La question est de savoir si vous pouvez reconnaître ces manifestations dans votre propre vie. Si vous pouvez identifier les moments où votre volonté a été capturée sans vous en rendre compte. Si vous pouvez distinguer entre vos désirs authentiques et ceux qui ont été cultivés en vous pour servir des objectifs étrangers. Et si, après cette reconnaissance, vous avez le courage d'agir, ou si vous allez simplement fermer les yeux et revenir au confort de vos chaînes familiales. Car au final, la leçon la plus sombre de tout cela est que la majorité des personnes, lorsqu'on leur montre la clé de leur cellule, choisissent de rester à l'intérieur. Non pas parce que la porte est fermée, mais parce qu'à l'extérieur, dans ce que nous appelons la liberté, la terreur d'être réellement responsable de soi-même s'avère plus insupportable que toute captivité.